rejoint. Je pense qu'il est juste 1 heure. Ouais, bien sûr, on peut commencer. Je vous Donc laisse. voilà. Donc si vous êtes tous là, tous prêts, on commence. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Bonjour. tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui autour de la journée, donc Journée internationale des femmes dans les sciences. Donc pour cette journée, nous avons réuni les universités israéliennes qui sont donc présentes aujourd'hui avec leurs représentants notamment. Donc en quelques mots, donc vraiment en quelques mots présenter ce sujet-là. Comme vous le savez, Israël est assez en avant dans le domaine des femmes dans les sciences et également dans tout ce qui est comment attirer de plus en plus de femmes dans des domaines qui peut-être sont perçus comme des domaines typiquement, si on peut dire, masculins. Donc il y a énormément de choses qui sont faites au niveau des universités, comme d'ailleurs au niveau de la société. Vous allez m'en parler. Pour la petite anecdote, David, comme tu es déjà à l'écran, que tu vas être le premier à prendre la parole, David, donc, qui est le directeur général de Weissmed France, m'a dit il y a quelques jours, c'est une anecdote qui m'a surprise et je trouvais ça assez extraordinaire, que l'Institut Weizmann a décidé, pour permettre aux femmes d'avoir un temps de laboratoire aussi important que celui des hommes, d'ouvrir une crèche au sein de l'Institut Weizmann, pour que les femmes puissent être présentes autant qu'elles le souhaitent et ainsi faire avancer leurs recherches de la façon la plus effective possible. Donc, je trouvais ça assez extraordinaire. Je sais qu'il y a énormément d'autres mesures qui ont été prises en ce sens dans les différentes universités. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer tout cela. Vraiment vous présenter très rapidement les uns et les autres. Donc, nous allons recevoir cet après-midi Monsieur David Weissmann, qui est donc directeur général de Weissmed France. Nous donnerons Bonjour. ensuite, merci d'être là. Ensuite, la parole à Valérie Sabat, qui est directrice générale du Technion France. Puis à Madame Dana Liram Klibanov, qui est déléguée générale de l'Université Ben Gurion du Negev pour l'Europe occidentale, dont la France. Nous recevrons ensuite Daniel Jvika, qui est délégué de l'Université de Haïfa. Puis Sivan Cohen-Wiesenthal, qui est délégué de l'Université de Tel Aviv. Pour l'Université Bar-Ilan, nous aurons deux speakers, Madame Yael Toledano, qui est directrice des relations internationales, ainsi que Raphaël Toledano, qui est doctorante en immunologie à la Faculté des sciences de la vie. Et pour terminer, nous recevrons Madame Déborah Benatar, qui est directrice des relations publiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, je vous remercie encore une fois d'être là avec nous et je passe tout de suite la parole à Monsieur David Weissmann. Merci beaucoup Delphine. Alors, est-ce que tout le monde voit le fond d'écran? Alors, je n'ai pas préparé grand-chose. Je voulais commencer tout naturellement par le mois de novembre 1949, qui est donc la création de l'Institut Weizmann des sciences, ou la renomination de l'Institut Weizmann des sciences et la publication de la première brochure. Et il se trouve que ce qui m'a beaucoup marqué, alors je vais changer, voilà, ça c'était pour représenter la brochure. Ce qui m'a beaucoup marqué, si vous voulez, comme vous pouvez le voir, c'est que dans cette brochure, dans cette première brochure de l'Institut Weizmann, on montre les femmes de manière assez indifférenciée. On montre les femmes au travail, dans les laboratoires, exactement comme vous pouvez le voir, comme on montre les hommes. Donc, voilà, il y a donc déjà ce souci d'afficher ou de ne pas afficher, mais de produire naturellement cette volonté qu'avait Chaim Weizmann d'accueillir tout le monde, tous les talents, toutes les personnes qui sont excellentes à l'Institut Weizmann des sciences, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur sexe. Et je crois pouvoir effectivement dire que c'est assez rare d'avoir anticipé et d'avoir prévu d'accueillir les femmes effectivement à l'Institut Weizmann comme on accueille les hommes. Alors, Chaim Weizmann était passé par Paris, il avait été marqué par le double succès de Marie Curie, bien sûr,
la France avait déjà réservé une place aux femmes. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années pour le Weizmann, c'est ce souci donc d'accueillir les femmes comme les hommes, ce souci d'égalité avec une volonté que les femmes passent dans leur laboratoire un temps de recherche équivalent à celui des hommes, l'ouverture des crèches sur le campus, comme vous l'avez dit Delphine, l'ouverture des laboratoires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est seulement fermé à Yom Kippour, pour accueillir les femmes quand elles le désirent et surtout quand c'est le bon moment pour elles. Moi qui suis, alors je sais que ce n'est pas très féministe de dire ça, mais je suis papa de 2 grandes filles qui sont à l'armée, qui vont bientôt commencer leur carrière, enfin l'université. Et je me réjouis de savoir qu'en Israël, on réserve effectivement autant de place aux hommes qu'aux femmes. Alors, de manière un peu générique, je voudrais rappeler voilà, comment les choses ont commencé et qu'est-ce qui marque voilà, au Weizmann, qu'est-ce qui marque la place des femmes. Alors d'abord, il y a le rôle de l'épouse du fondateur. Vera Weizmann n'était pas neutre, elle était elle-même médecin, pédiatre, très impliquée dans l'organisation, dans la conception, effectivement, dans l'institut, dans l'importance des femmes et que les femmes, effectivement, devaient jouer. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est qu'on a une petite fierté. En 2009, on a eu donc une femme, prix Nobel de chimie, Ada Yonath, qui aujourd'hui, lorsqu'elle fait ses conférences, rappelle souvent que c'est grâce à l'Institut Weizmann et à l'accueil et au temps réservé aux femmes, effectivement, dans les laboratoires, qu'elle a réussi à faire son travail tranquillement, sans pression, et que le Weizmann lui a aussi donné à elle autant de moyens de développer sa carrière qu'aux hommes, ce qui est un point important sur lequel je reviendrai un tout petit peu. Aujourd'hui, les femmes sont au moins aussi célèbres que les hommes à l'Institut Weizmann, et le professeur Ruth Arnon, qui a travaillé sur la sclérose en plaques, est connu dans le monde entier pour voilà, la molécule, le médicament, le Copaxone, qui évidemment est une des rares réponses donc, à cette maladie terrible. Et puis en ce moment, on a la professeure Michal Schwartz, qui travaille sur l'Alzheimer et qui applique des solutions d'immunothérapie du cancer donc, à l'Alzheimer. Et aujourd'hui, donc, elle est en phase d'essais cliniques sur l'homme. Et puis, comme vous le savez, on est très fiers que Shifra Goldwasser reçoive cette année donc le prix l'UNESCO, le prix L'Oréal remis donc à l'UNESCO pour les femmes de science. Et donc, c'est en mathématiques que Shifra Goldwasser donc, reçoit son prix. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les réussites de ces femmes en Israël, dans leur carrière scientifique, qui peuvent effectivement inspirer les hommes et donner envie aux hommes de s'engager pour une carrière scientifique. Et je crois que c'est un exemple assez rare. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les femmes au Weizmann? D'abord, on leur offre des opportunités d'éducation supérieure et de recherche. C'est évidemment très important de pouvoir accueillir déjà des étudiantes en sciences. Comme vous le savez, la Feinberg Graduate School, donc à Rehovot, à l'Institut Weizmann, a été très longtemps dirigée par une doyenne. Et évidemment, elle avait le souci, ce souci effectivement d'accueillir et aussi bien les hommes que les femmes en fonction des critères d'excellence et d'aucun autre critère. Cette personne s'occupe aujourd'hui de l'unité de transfert de technologie du Weizmann, qui est évidemment très importante, et on est fiers de dire que c'est une femme qui est pour la première fois donc à la tête de cette unité de transfert de technologie. La deuxième chose qu'on fait, c'est évidemment d'attribuer des bourses aux étudiantes, aux doctorantes, aux post-doctorantes, les aider à financer leur participation à des séminaires en Israël ou à l'international, pour qu'elles puissent effectivement voilà, exister en tant que scientifiques et mener carrière. Et puis, enfin, c'est évidemment contribuer à la reconnaissance de leur travail en les faisant participer à des concours internationaux, en leur donnant les moyens pour ce faire. Donc, au premier rang de ces initiatives, donc, comme vous le savez, il y a un programme national israélien qui est connu, qui s'appelle Women in Science, et dont la vocation est effectivement de promouvoir
les doctorantes, les post-doctorantes. Et donc, depuis 2007, ce programme a été lancé en 2007. Il y a 136 femmes qui ont pu bénéficier de ce programme exceptionnel, qui est un programme d'accueil, on conseille les femmes dans leur carrière, bien entendu, compte tenu des contraintes auxquelles elles peuvent être confrontées. Et puis aussi, il y a un appui financier. Donc, voilà, ce programme est assez exceptionnel. Il y a 136 personnes, je vous le disais, qui ont donc bénéficié de ce programme. Parmi les 136 étudiantes ou post-doc, il y a un peu plus de la moitié qui appartiennent à l'Institut Weizmann. Et ce n'est pas du tout voilà, une fierté particulière, c'est simplement pour montrer qu'au Weizmann, depuis très, 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 très longtemps, il y a cette tendance, il y a cette volonté affirmée, affichée d'accueillir les femmes, de leur donner les mêmes chances d'égalité de carrière, les mêmes chances d'obtenir des prix internationaux et que, évidemment, elles le savent, se donnent le mot. Et donc, on a, comment dirais-je, aujourd'hui, une proportion donc, de femmes à l'Institut Weizmann qui est, je crois, la plus importante donc, en Israël. Alors, ces initiatives sont évidemment des initiatives de l'Institut. Ce sont les présidents successifs qui ont toujours été attachés à l'égalité homme-femme. C'est ceux que j'ai connus, les trois que j'ai connus, en tout cas, ont toujours martelé, répété qu'il était important. Comme vous le savez, le financement de l'Institut Weizmann est en partie donc, un financement philanthropique. Donc, on invite nos philanthropes, nos donateurs, nos mécènes à prendre en charge aussi ces programmes qui permettent voilà, de faciliter les études et les recherches scientifiques pour les femmes. Donc, il y a la fondation CLOR, qui est une fondation britannique qui aide beaucoup et qui finance directement un certain nombre de bourses. Et puis, nous, on essaye évidemment de donner l'exemple. Donc, nous bénéficions d'une bourse d'études, par exemple, nous ici, de la Fondation Jacques Toledano. Et donc, cette bourse d'études a été attribuée à une femme franco-chinoise qui est une physicienne qui travaille sur les lasers optiques, qui est la meilleure du monde et qui attend tout simplement en ce moment que les frontières soient ouvertes pour voyager en Israël et commencer son postdoc dans le laboratoire polytechnique Weizmann dirigé par Victor Malka. Donc, voilà, je ne veux pas, ça fait déjà, on s'est dit qu'on avait 8 minutes, donc je vous parle déjà depuis 8 minutes, je serais heureux de répondre à vos questions, mais voilà le tableau que je voulais brosser. Pour l'Institut Weizmann, on est très, très fiers d'accueillir des femmes les femmes qui ont évidemment du talent et qui ont la chance, à l'Institut Weizmann et en Israël en général, d'avoir, comme vous le disiez Delphine, un temps de recherche, un temps d'études qui est effectivement organisé au titre de l'égalité des chances, tout simplement. Le temps passé par les chercheuses doit pouvoir être égal au temps passé par des chercheurs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes, comment dirais-je, féministes à l'Institut Weizmann depuis sa création. Nous en sommes très fiers et nous espérons que nous allons inspirer d'autres initiatives. Merci beaucoup, Il y a David. une dernière chose que je voulais dire. Ah. Il y a une dernière chose que je voulais dire qui est extrêmement importante, que je dois partager avec mes collègues. Je ne sais pas si vous le constatez chez vous, mais ce que je constate, moi, c'est que puisque nous sommes évidemment ici pour promouvoir nos instituts israéliens, mais aussi pour trouver des financements pour des programmes particuliers, je dois simplement remercier les femmes parce que depuis 2 ans, les femmes sont plus généreuses que les hommes. Donc, c'est un point extrêmement important. Femmes et sciences, ce n'est pas seulement quand elles sont étudiantes, quand elles sont chercheuses ou quand elles sont en doctorat, mais c'est aussi les femmes concernées par ces projets, concernées par ces sujets et qui soutiennent sans chichi et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup comment dirais-je, de volonté, la volonté de changer les choses, la volonté, cette confiance en la recherche, elle est aujourd'hui plus féminine que masculine. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion. Et je vous remercie. C'est formidable, une grande fierté, effectivement. Merci beaucoup, David. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité, en levant la main, par le biais de Raise Hand, de poser des questions qui seront peut-être distribuées aux uns et aux autres à la fin de notre panel. Voilà. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame Dana
Liram Klibanov pour l'université Ben Gurion. Dana, je t'en prie. Ok, merci. Bonjour à tous et merci Delphine et ses collaborateurs d'avoir organisé cet événement très intéressant. Je suis heureuse d'y participer. Je vais essayer d'être assez brève et de présenter l'université pour ceux qui ne la connaissent pas. Et je vais commencer par une présentation générale avant de plonger dans le vif du sujet. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc l'université Ben Gurion se trouve dans une région du Negev qui représente 60% de la superficie d'Israël. Et donc, elle est née de la vision de David Ben Gurion, qui croyait que l'avenir d'Israël résidait dans le Negev. Alors, l'université Ben Gurion fait partie des 3 meilleures universités d'Israël, donc avec plus de 20 000 étudiants, 900 professeurs et 3 campus, le campus de Be'er Sheva, de Sde Boker et d'Elat. Ce qui est important de préciser également, c'est que 30% des ingénieurs en Israël ont été éduqués à l'université Ben Gurion. Donc voilà, c'est une université qui est également très axée sur l'international, avec plus d'étudiants qui viennent de 50 pays différents. Et c'est une de nos grandes fiertés. Et c'est une université pluridisciplinaire, donc on peut quasiment y trouver toutes les disciplines. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on a des domaines d'excellence qui sont surtout tout ce qui a trait sur le désert, donc l'agriculture, l'eau et l'énergie solaire, mais également la cybersécurité. Donc Be'er Sheva a été élu la ville de la cybersécurité par le Premier ministre d'Israël. Et voilà, c'est une grande fierté également. Et là, je plonge directement dans le vif de notre sujet. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que l'université a été la première à avoir une femme présidente donc à sa tête, qui a d'ailleurs été préalablement aussi doyenne de la faculté de médecine. Donc, c'était vraiment un engagement très prononcé et personnel, je dirais, pour la promotion des femmes. Ça a commencé par Rivka Karmi et ça continue aujourd'hui avec la présidence du professeur Daniel Chamovitz. Et des résolutions historiques qui ont été votées je pense, dernièrement et d'ailleurs qui ont fait la une des médias en Israël pour la promotion des femmes et la parité au sein des différents comités de l'université. Donc, on a pris des décisions, en l'occurrence que des séminaires et de réunions se tiendront jusqu'à 15h30, que dans tous les comités de l'université, il y aurait une représentation au moins de 50% de femmes et que les horaires d'enseignement seront réduits à l'issue d'un congé maternité. Et donc, voilà, c'est un diagramme que je voudrais vous présenter. Nous avons, comme dans toutes les universités d'ailleurs, pas uniquement en Israël, mais dans le monde, une sous-représentation féminine dans les cursus d'ingénierie et des sciences naturelles. Alors, ça, c'est en hébreu, mais comme vous pouvez voir ici, c'est surtout ingénierie et sciences dures. Et par ailleurs, nous avons aussi un déclin du nombre des femmes. Plus on évolue dans les postes et les grades académiques, plus les femmes sont sous-représentées. Donc, c'est les 2 enjeux majeurs auxquels nous faisons face actuellement. Et nous avons plusieurs moyens pour relever ce défi. Donc, comme l'a précisé le représentant de l'Institut Weizmann, alors nous participons aussi à l'organisation de conférences, de séminaires, de mentoring pour des jeunes femmes qui doivent aller faire leur post-doctorat à l'étranger. Nous repérons aussi des jeunes filles avant le stade académique pour essayer de les encourager à participer et à étudier dans ces filières de sciences naturelles et sciences dures.
Alors, nous avons également de nombreuses bourses qui sont distribuées pour encourager ces étudiantes. Et nous nous allions et nous coopérons avec des grandes sociétés de l'industrie israélienne comme Elbit et IAI, où on fait du mentoring, on est accompagné par une ingénieure, on révèle de nouvelles technologies à ces étudiantes et évidemment, il y a des bourses qui font partie de ces cursus de mentoring. Et je touche la fin de ma présentation. Dans tout ce qui est entrepreneuriat, nous avons constaté qu'il y avait uniquement 8% des fondateurs de start-up qui étaient des femmes. Et donc, nous avons relevé ce challenge et nous avons pour but de changer cette réalité. Et donc, c'est un programme qui a été mis en place par l'Université Ben Gurion et qui a été par la suite introduit dans 7 autres campus à travers le pays, où là aussi on propose du mentoring, des formations qui visent vraiment à promouvoir les femmes dans ces domaines du leadership et de l'entrepreneuriat. Et finalement, j'ai laissé vraiment le meilleur pour la fin. C'est le projet que je préfère le plus à l'Université de Ben Gurion qui s'appelle SheSpace. C'est vraiment un projet de science spatiale qui a été développé à l'Université de Ben Gurion, d'ailleurs en partenariat avec la NASA. On a un laboratoire d'imagerie satellitaire et voilà, c'est un projet qui a débuté en 2018 où on prend des jeunes collégiennes et lycéennes et on les expose à des sujets scientifiques. Elles participent au développement d'applications pour tout ce qui est imagerie spatiale. Elles créent leurs propres applications, elles les mettent en œuvre. Et c'est un projet qui a été développé par la suite et élargi, internationalisé. Et donc, on a actuellement des étudiantes aussi en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, qui prennent parti et qui font avancer la science avant le stade de leurs études universitaires. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a des études qui ont été publiées sur ce projet de SheSpace qui peuvent être trouvées assez facilement sur le net. Donc, voilà quelques images de ce projet assez exceptionnel. Et je touche à la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Dana. Voilà. C'est effectivement un très, très, très beau projet. Je voulais juste préciser pour nos auditeurs, je me suis trompée tout à l'heure, si vous voulez poser des questions, ce n'est pas raise hand, mais plutôt le petit icône Q&A qui apparaît en principe en haut de votre écran à droite. Voilà. Je vais laisser la parole à Valérie Sabat, qui est directrice générale de Ternion France. Valérie, je t'en prie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de vous retrouver sur une thématique qui nous tient vraiment à cœur au Technion et au Technion France. Alors, je vais tâcher de partager ma présentation. Est-ce que je peux prendre la main? Oui, absolument. Bon. Voilà, alors vous redire dans les grandes lignes, hein, mais j'imagine que chacun d'entre vous connaît le Technion, ce qu'est cette université de recherche en sciences et technologies, ce qui est quand même la caractéristique du Technion quand on compare avec les autres universités ou instituts de recherche que vous représentez, qui est classé en sciences parmi les 10 meilleurs au monde et qui est dédié à la création de connaissances, au développement du capital humain et du leadership pour l'avancement de l'État d'Israël et de toute l'humanité. Alors, il y a environ 600 facultés, 60 centres de recherche. Il faut savoir que 2/3 des startups qui sont aujourd'hui cotées au Nasdaq sont issues du Technion, que le Technion forme entre 70 et 80% des ingénieurs israéliens. Voilà en gros pour les grands chiffres. Alors, quelques chiffres et constats globaux, pas seulement pour Israël. Il faut savoir que dans le monde, seulement 29% des chercheurs sont des femmes et seulement 3% des prix Nobel scientifiques
sont attribués à des femmes. Alors, on a eu la chance cette année de voir une Française, Emmanuelle Charpentier, recevoir le prix Nobel de chimie, ce qui est formidable, mais c'est rare. Et je voulais aussi vous faire part de ce chiffre qui est issu d'une étude Mastercard de cette année qui dit qu'Israël est classé comme étant le meilleur pays, la Startup Nation, le meilleur pays pour les femmes entrepreneurs, avec, et c'est assez paradoxal, seulement finalement 7% de femmes qui sont concernées par ce chiffre. Mais je tenais à le signaler puisque vous le savez, l'ADN entrepreneurial du Ternion est très fort et très présent. Alors, quelques chiffres sur les femmes chez nous. 39% des étudiantes, enfin les étudiantes représentent 39% de la population étudiante, 2,5% en plus en 2 ans. Alors, elles sont davantage représentées dans les grades les plus élevés, donc 35% en master et 45% en PhD. 4 femmes sont doyennes de départements académiques sur 18. Ce n'est pas suffisant, mais ce sont un peu nos stars à l'université et je reviendrai sur un certain nombre de profils ultérieurement. 19% de femmes au sein du corps professoral et 12 femmes qui sont présentes au Sénat, qui gèrent toutes les affaires administratives du Ternion, et ce qui est uniquement 13%. Donc, ce qui est évidemment à améliorer. Donc, le Technion, je vous le disais, a cette particularité d'être une université qui est spécialisée en sciences, technologies, engineering et mathématiques. On n'a pas de sciences humaines. Donc, le challenge va être notamment plus difficile à relever. Alors, pourquoi c'est important pour nous de favoriser la place de la femme et l'engagement des femmes en sciences et dans les cursus? D'abord parce que tout simplement, la diversité, c'est un élément essentiel des valeurs que nous défendons au Technion et au Technion France. Au Technion France, on a signé cette année la charte pour une intelligence artificielle inclusive et qui notamment se bat pour la place des femmes dans l'entreprise et qui lutte un peu contre les biais cognitifs qu'on retrouve souvent en matière d'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que évidemment, cette diversité, elle apporte une richesse, elle apporte un équilibre dont nous avons besoin. Les femmes en font partie. Le Technion vise à augmenter la proportion de femmes au sein de ses facultés, notamment, bien entendu, dans les facultés d'ingénierie qui se différencient des facultés de sciences de la vie et des autres. Évidemment, vous le disiez, Dana, la représentation dans ces facultés-là est largement inférieure. Le Technion a pour objectif d'atteindre la parité, finalement, dans tous ces départements-là. Donc, on a 28% aujourd'hui d'étudiantes seulement en faculté d'ingénierie. Et ce n'est pas suffisant. Alors, quelles sont les initiatives mises en place par la gouvernance et par les professeurs pour favoriser un petit peu la place des femmes et les aider à se lancer, à poursuivre dans les cursus scientifiques et surtout à rejoindre les bancs du Technion? Alors, il y a une professeure avec qui j'ai échangé cette semaine qui est formidable, qui s'appelle Ayelet Tal, qui est la conseillère du président Uri Sivan pour la promotion des femmes dans les sciences et l'ingénierie au Technion. Alors, que font-ils pour… Alors d'abord en direction des étudiantes, ils organisent tout un tas de forums pour débattre sur ces sujets, bien entendu trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les femmes. Ils organisent, et c'est la professeure Ayelet Tal dont je vous parlais qui est à la tête de ce très beau mouvement qui s'appelle Tech Women chaque année. J'y reviendrai pour sensibiliser les lycéennes aux formations scientifiques. Également, ils organisent des rencontres avec des femmes qui ont réussi dans la science, dans l'industrie. En direction du corps enseignant, c'est l'organisation d'ateliers pour les doyens autour des préjugés et des biais inconscients. Il y a aussi la volonté d'augmenter la transparence dans les processus de recrutement. Il y a la participation à des ateliers qui sont destinés aux femmes pour les aider à un petit peu prendre le leadership dans certains domaines. Alors, je reviens sur ce Tech Women que j'apprécie énormément, cette initiative qui est formidable, qui est menée chaque année par Ayelet, qui fait venir en fait environ 700 lycéennes de tout le pays et qui viennent sur place rencontrer les laboratoires, les chercheurs dans les laboratoires, les femmes, et s'intéresser un petit peu aux sciences, à l'ingénierie, voir dans quel cursus elles pourraient évoluer. On essaye de promouvoir les différents cursus, les différentes facultés auprès d'elles, les informer, les faire participer,
et finalement les attirer vers ces domaines qui, a priori, attirent moins de femmes que les sciences humaines en règle générale. L'idée, c'est évidemment de les encourager à opter pour des études scientifiques. Et je vous le disais, elles sont environ 700 chaque année à venir. Alors, les femmes d'influence, nos stars féminines du Ternion, vous les connaissez sans doute. D'abord, le professeur Marcel Marlouf, qui est la doyenne de la faculté de biotechnologie et de génie alimentaire, qui est l'inventrice d'une technologie formidable qui s'appelle NanoGhost, qui consiste en... c'est un système révolutionnaire qui utilise des cellules qu'on appelle fantômes, des cellules souches transformées, qui vont administrer auprès des cellules cancéreuses directement le principe actif du médicament. Donc Marcel est connu dans le monde entier pour ses recherches et c'est une grande fierté pour nous de l'avoir dans nos rangs. Shulamit Levenberg, très connue également, puisqu'elle a été... c'est l'ancienne doyenne de la faculté de génie biomédical qui a travaillé énormément en ingénierie et qui continue de le faire tissulaire et qui est aussi, sa technologie est à la base de cette start-up Aleph Farm que vous connaissez peut-être puisqu'ils ont lancé le premier steak à partir de tissus animaux, mais sans bœuf, c'est-à-dire à partir de la technologie tissulaire. C'est un steak reconstitué en laboratoire tout simplement, mais qui a les caractéristiques du vrai steak de bœuf et qui se présente, qui en a les caractéristiques et qui se présente comme de la viande que nous pouvons connaître. Alors, Ayelet, je vous en ai déjà parlé. Je voulais aussi apporter la lumière sur le Nahama Jeva-Satorski, qui est une professeure formidable, qui développe en ce moment ce test salivaire qui va être capable de détecter le Covid. Donc, c'est un test salivaire dont les résultats s'affichent avec le changement de couleur, un peu sur le modèle des tests de grossesse. Elle est en train de mener cette expérimentation à grande échelle sur le campus et est en plein développement de cette technologie. Alors, je voulais vous en parler parce qu'on est en pleine pandémie et je trouvais que c'était important. Également, une autre professeure, Talital, qui était la présidente de cette association pour la recherche en enseignement des sciences jusqu'à l'année dernière. C'est une organisation très influente dans le monde entier qui regroupe environ 2500 chercheurs. Voilà, un petit résumé pour vous dire, en gros, que pour le Ternion, il est très important de favoriser la place de la femme, l'engagement de la femme dans les sciences, parce qu'elles sont synonymes de cette diversité, de cette égalité des chances, évidemment. Vous dire aussi que Rona Samler, la responsable du département de transfert de technologie, qui est si important chez nous, puisque vous le savez, l'ADN entrepreneurial du Ternion est très fort, c'est un réflexe quasi permanent de passer du labo à la start-up. Elle s'appelle Rona Samler, c'est une femme et on en est très fiers également. Et vous redire, mais comme un petit clin d'œil, les atouts, disons, des femmes et ce qu'elles peuvent apporter, évidemment, on les considère comme étant plus directes, parfois moins sujettes aux batailles d'ego, parfois plus ouvertes pour admettre leur tort ou qu'elles ne savent pas tout simplement, qu'elles saisissent souvent mieux la personnalité des interlocuteurs, qu'elles font preuve parfois d'une plus grande empathie, qu'elles sont plus compétentes en matière de gestion de crise par exemple. Voilà, tout ça pour dire que les femmes, les atouts des femmes sont très importants pour nous et que nous les défendons au quotidien quand nous le pouvons, dès que possible. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Valérie, je ne peux qu'être d'accord avec toi sur le dernier point et sur le reste aussi d'ailleurs. Je vais passer la parole à Daniel Jvika, qui est délégué de l'Université de Haïfa. Bonjour à tous, merci Delphine pour cette belle initiative, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Daniel Jvika, délégué de l'Université de Haïfa, la plus grande université de recherche du nord d'Israël. C'est une institution multicampus qui propose une approche interdisciplinaire et des partenariats avec des institutions renommées à travers le monde afin de mieux préparer nos étudiants à la vie active et renforcer l'économie de l'État d'Israël. Nous avons près de 18 000 étudiants et 1200 chercheurs, dont plus de 60% sont des femmes. Elles sont réparties sur 7 facultés, 9 écoles,
69 centres de recherche et instituts, 20 programmes de master internationaux, est présent sur 4 campus, dont un en cours de construction, le complexe multidisciplinaire des sciences médicales Hemsley, en partenariat avec le centre hospitalier Rambam et le Technion. À l'occasion de la Journée internationale des femmes de sciences, j'aimerais vous citer une phrase de Mouna Maroun, qui est à la tête du laboratoire de neurobiologie de l'Université de Haïfa, membre du comité de la planification et de budgétisation du Conseil israélien de l'enseignement supérieur, et qui fait également partie des 50 femmes les plus influentes en Israël, selon les magazines Forbes et Lady Globes. Elle nous interpelle, nous les universités, en disant « On ne naît pas scientifique, on le devient, et le système éducatif israélien a un rôle clé dans cette révolution scientifique. » Alors à ce titre, comment nos universités aident les étudiantes à devenir de futures femmes de sciences? Cela commence par la formation. Notre formation s'appuie sur l'excellence académique et scientifique. Nous pouvons compter parmi nos enseignants sur le professeur Ophira Ayalon, scientifique de renommée mondiale, directrice du Centre de recherche sur les ressources naturelles et l'environnement à l'Université de Haïfa, qui a récemment reçu le prestigieux prix Michel Landau pour sa contribution dans un large éventail de domaines, parmi lesquels le changement climatique, l'énergie durable, la gestion des déchets et la gestion des ressources naturelles. J'ai eu la chance d'assister à un de ces cours qui était tout à fait remarquable. Nous pouvons également compter sur le professeur Tamar Krugman, conservatrice de la banque de gènes de céréales sauvages et directrice et chercheuse principale de l'Institut d'évolution à l'Université de Haïfa, qui, à l'aide de nouvelles technologies, a découvert des souches de blé et d'orge résistantes aux maladies, tolérantes à la sécheresse et à la salinité, tout en offrant une qualité de graines élevée et un plus grand rendement des cultures. L'introduction de ces gènes dans les variétés commerciales actuelles a des impacts colossaux sur la production alimentaire mondiale, sur la malnutrition qui affecte près de 2 milliards d'individus dans le monde, et ce, dans un contexte de changement climatique et de sécheresse accrue. Ces professeurs passionnés, pour ne citer qu'elles, sont des modèles positifs pour de nombreuses étudiantes. Mais cela ne suffit pas, et c'est pourquoi notre université soutient sa communauté d'étudiantes par des programmes de bourse qui renforcent l'excellence académique et scientifique. Comme vous le savez, nos étudiantes effectuent un service militaire de 2 ans et doivent souvent travailler pour payer les frais universitaires dont le coût élevé se rapproche du système américain. Ainsi, avec l'aide financière des Amis français de l'Université de Haïfa, l'université attribue chaque année des aides financières aux étudiants et étudiantes qui éprouvent des difficultés. C'est particulièrement le cas en raison de la pandémie actuelle. Nous avons donc 3 programmes de bourse dédiés aux sciences pour les soutenir. D'abord, le programme EDGAR, qui est un programme novateur. EDGAR signifie challenge en hébreu. Et ce programme permet à 150 lycéens et lycéennes talentueuses de bénéficier chaque année de bourses afin d'effectuer en même temps que le lycée des études universitaires de sciences informatiques, de mathématiques et d'ingénierie. Ces étudiants et étudiantes intègrent souvent les unités d'élite des services de renseignement et de cybersécurité de Tsahal. Ensuite, le programme STEM, programme de soutien académique, financier et personnel dédié aux étudiants et étudiantes dans les domaines de sciences informatiques, où nous avons près d'un tiers d'étudiants qui sont des femmes, de mathématiques, de biologie et de neurobiologie. Cette initiative joue un rôle essentiel en Israël pour maintenir et développer l'incroyable vitalité de la high-tech. Enfin, le programme de retour des scientifiques israéliens, qui est parti d'un constat simple, 25% des scientifiques israéliens travaillent à l'étranger. C'est le plus haut taux des pays de l'OCDE. Suite à ce constat, l'Université de Haïfa a recruté de talentueux scientifiques israéliens, doctorants, afin de renforcer l'enseignement et la recherche scientifique. À l'exemple du professeur Dalit Barkan, qui dirige aujourd'hui le laboratoire de métastases. Ses recherches portent sur les métastases et le développement de globules blancs, qui empêchent la formation d'un tissu fibrotique et inhiber la croissance des cellules tumorales dormantes. Ces recherches visent à développer de nouvelles thérapies pour la prévention et le traitement du cancer du sein, cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à ce jour, où malheureusement une femme sur 9 est atteinte. Aujourd'hui également, son laboratoire est presque uniquement composé de femmes. Alors, une fois identifiées, recrutées, formées, soutenues, les recherches scientifiques israéliennes sont encadrées et développées. C'est là qu'intervient la société Carmel, société de transfert de technologie des laboratoires à l'industrie, dirigée par Madame El Kanir. On y trouve des startups à fort potentiel.
à l'image des recherches du professeur Sarit Larish, directrice du laboratoire de recherche sur le cancer du département de cancérologie, donc du département de biologie, pardon. Elle a déposé 6 brevets et découvert une protéine HART qui, lorsqu'elle est mélangée à certaines enzymes, déclenche le processus d'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée, et ainsi permet de de tuer en tout cas ces cellules cancéreuses. Et le perfectionnement de la manipulation de cette protéine peut permettre de lutter efficacement contre le cancer et faire revenir la cellule à leur état normal. On peut également citer la start-up Sea-ERA du docteur Tali Trebitz, chef du laboratoire d'imagerie marine de l'école des sciences marines, Léon Tcharnay. Comme vous savez, l'université de Haïfa est spécialisée en sciences marines et a notamment été choisie par le gouvernement israélien pour diriger les recherches en mer sur les gisements Tamar et Léviathan. Et donc, cette professeure a mis au point une caméra intelligente qui permet une vision sous-marine et dans la brume. Pour conclure, notre université recrute, forme, promeut les recherches et innovations des femmes de science en offrant des installations modernes, du personnel qualifié et toujours en mettant en avant l'aspect social et humain. Je peux citer en exemple 2 de nos étudiantes en 3e année d'infirmière du département d'infirmière Cheryl Spencer, Lia Tepstein et Tamar Nigler, qui ont mis en place dès le début de la pandémie un groupe de volontaires pour aider les personnes âgées et isolées, notamment des rescapés de la Shoah de Haïfa. Ce groupe est passé de 2 à 1000 personnes sous la supervision de la municipalité et du doyen des étudiants de l'université de Haïfa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel. Très, très belle exposé, très intéressant. De très belles initiatives. Je vais passer la parole au docteur Sivan Cohen-Wiesenthal de l'Université de Tel Aviv. Oui, je vous remercie Delphine, c'est Cohen-Wiesenfeld. Merci à vous. Oui, pardon, je suis désolée. Ça arrive souvent. Oui. Pardon. Donc, voilà, je vais vous parler de l'Université de Tel Aviv avec quelques 30 000 étudiants. Donc, l'Université de Tel Aviv est aujourd'hui la plus grande université d'Israël. Elle représente une communauté diversifiée avec un large éventail de domaines de recherche et d'enseignement dans le cadre de ses 9 facultés, 10 si on compte les neurosciences, donc dont la moitié sont des facultés scientifiques. Il y a médecine, sciences exactes, ingénierie, sciences de la vie et donc neurosciences. Et dans chacun de ces domaines, eh bien, les femmes occupent une place importante et centrale. Alors, je donnerai bien sûr quelques exemples de la qualité des chercheuses et de leur renommée internationale. Le professeur Yael Hanin, qui est directrice du Centre de nanosciences et nanotechnologie et professeur à l'école de génie électrique de l'université, donc qui a été sur la liste des 50 femmes les plus influentes du pays, du magazine Form, pour 2019. Et qui a mis au point une rétine artificielle capable de remplacer l'action des photorécepteurs naturels de l'œil quand ils sont détruits par la maladie dégénérative de la rétine liée à l'âge. C'est ce qu'on appelle la DMLA et qui est à l'origine de 2 startups fondées sur des technologies qu'elle a développées dans son laboratoire à l'université, notamment un patch électronique autocollant qui permet de suivre l'action des muscles et du cerveau pendant les activités quotidiennes de l'utilisateur. Le professeur Ronit Sachi-Fenaro, qui a 49 ans, donc généralement ces chercheuses sont également relativement jeunes, hein, qui est directrice du département de physiologie et pharmacologie et chef du laboratoire de cancérologie et nanomédecine de la faculté de médecine, qui a récemment mis au point un vaccin révolutionnaire contre le cancer du mélanome, qui s'est avéré efficace sur des modèles murins, et qui a généré donc de nombreux échos dans le monde entier. Elle a également été élue comme femme de l'année en 2019 par le magazine Lady Globes. Le professeur Daphna Joel de l'école de psychologie et de l'école des neurosciences, dont l'étude démontrant qu'il n'existe pas de différence entre le cerveau féminin et le cerveau masculin a eu des échos dans le monde entier et qui était également dans la liste des 50 femmes les plus influentes d'Israël pour 2016, donc publiée par Forbes. Le professeur Ilana Gozes de la faculté de médecine, qui a été classée parmi les meilleurs chercheurs du monde, est la première en Israël dans le domaine des tauopathies, c'est le groupe de pathologies neurodégénératives dont la principale est la maladie d'Alzheimer. Elle est également experte mondiale en médecine protectrice du cerveau.
et elle a reçu le prix Champion de l'espoir de l'association Global Gens pour ses recherches dans le domaine de l'autisme. Elle est connue, notamment en France, elle est connue dans ce domaine particulier, des gens en tous les cas qui sont concernés par les problèmes de l'autisme. Le professeur Netta Erez, qui est directrice du département de pathologie de la faculté de médecine, qui a été lauréate du prix 2020 de mentorat en sciences du groupe Nature, donc, qui publie la revue Nature, une des revues scientifiques les plus anciennes et les plus réputées au monde. Le professeur Noga Kronfeldshor, qui vient d'être nommé scientifique principal du ministère de l'Environnement en Israël. On peut citer également le professeur Tova Milo de l'école d'informatique, qui a été nommé cette année doyenne de la faculté des sciences exactes, et le professeur Nava Ratson, nommée directrice de l'école des professions de la santé. Et il y en a beaucoup d'autres. Je suis désolée pour toutes celles que je n'ai pas pu citer aujourd'hui, mais outre ces femmes donc exceptionnelles, il reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter donc dans les universités pour permettre aux femmes d'exploiter pleinement leur potentiel au profit de la société. Car bien que les femmes constituent, comme on l'a dit, en tous les cas, l'Université de Tel Aviv, plus de la moitié des étudiants à tous les niveaux, y compris le nombre de récipiendaires de doctorat, eh bien, le pourcentage des femmes parmi le personnel enseignant titularisé tombe à 29%, et plus on grimpe dans les échelons de la hiérarchie, plus la proportion des femmes diminue, et en particulier dans ce qu'on appelle les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et médecine. Alors, en fonction de ça, donc l'Université de Tel Aviv, en tant qu'institution à la pointe du progrès de la recherche en Israël et dans le monde, eh bien, elle a décidé qu'elle devait se mobiliser pour lutter contre cette situation. Et en août 2015, elle a adopté un plan stratégique sur 5 ans destiné à combler les écarts entre les sexes parmi les enseignants titularisés dans tous les domaines, et en particulier celui des sciences exactes. Alors, en plus du poste de conseillère aux questions de parité entre les sexes auprès du président de l'université, qui est actuellement le professeur Ilan Haeli, le plan comprenait la création d'une commission universitaire pour assurer la parité entre les sexes et des programmes parallèles dans chaque faculté, avec également la création d'une commission dans chaque faculté pour identifier les problèmes sur le terrain et les corriger, des ateliers qui ont été organisés au sein du corps professoral sur différents aspects de l'équité entre les sexes et sur la manière de faire progresser sa carrière. Des fonds, bien sûr, ont été alloués pour le soutien aux étudiantes en STEM, donc depuis la licence, avec l'accent sur les 2e et 3e cycles. Un programme également, comme j'ai entendu tout à l'heure à l'université, il me semble, Ben Gurion, des filles dans la science, dans le cadre des programmes destinés aux élèves surdoués des lycées. Des programmes, des bourses de post-doctorat destinées aux femmes. Alors ça, c'est un programme de bourse d'excellence pour les post-doctorantes qui comprend 5 bourses annuelles d'un montant de $25 000 par an pour une durée de 12 ans, dans le but d'aider les chercheuses à partir en formation postdoctorale dans les grandes universités à l'étranger. Et on sait que c'est primordial donc, pour la suite de leur carrière, et que c'est là que très souvent la carrière des chercheuses achoppe, parce que même aujourd'hui, bon, on accepte facilement que quand un homme doit partir à l'étranger, toute la famille va avec, mais quand c'est une femme, c'est beaucoup plus problématique. Donc, ces bourses ont été attribuées en sciences de la vie, sciences exactes, et également en droit et gestion. Un fonds de subvention permettant aux femmes de participer à des colloques à l'étranger avec leurs bébés. Alors, il s'agit un programme d'aide qui accorde une somme jusqu'à $500 aux doctorantes et enseignantes partant en colloque à l'étranger avec un bébé, et 20 chercheuses par an ont bénéficié donc de ce programme. Également, l'accent a été mis sur l'amélioration d'un environnement favorable à la famille sur le campus. Bon, donc, bien sûr, congé de maternité pour les professeurs et les étudiantes, salle d'allaitement, une garderie donc, pour les jeunes enfants sur le campus gérée avec la WITSO,
Et donc, ça, c'était pour le plan qui, en fait, s'est terminé en 2020. Et il y a de nouveau un nouveau plan quinquennal pour la parité, donc pour 2020, de 2020 à 2025. Et parmi les objectifs de ce prochain plan, eh bien, il y a l'augmentation du nombre de femmes dans la hiérarchie universitaire, donc aux divers postes de vice-président, recteur, doyen, etc. Et également l'augmentation du quota des entrées féminines à 50% en médecine. Il est actuellement de 43%, donc les nouvelles entrées par année en médecine sont de 43% et l'objectif c'est 50%. L'objectif en sciences de la vie est de 45%, il est actuellement à 33%. En sciences exactes, l'objectif est de 25%, il est actuellement à 15%, donc des nouvelles entrées. Et en ingénierie également 25%, il est actuellement à 18%. Bon, c'est ce que je voulais vous présenter très brièvement aujourd'hui. Merci beaucoup. Justement, nous avions une question sur qu'est-ce qui est fait pour favoriser les mamans à l'université de Tel Aviv. Donc, je pense que vous y avez répondu d'une façon globale. Et je vous en remercie. Alors, je vais passer la parole à Yael Toledano, puis à Raphaël Toledano pour l'université Bar-Ilan. Alors, merci beaucoup Delphine. On m'entend bien? Oui, absolument. Très bien. Ok, alors bonjour à toutes et tous, et à tous bien sûr. Et donc moi je vais vous présenter l'université de Bar-Ilan et je vais bien sûr laisser la parole parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure valeur que de montrer justement une femme scientifique à l'université de Bar-Ilan. Donc je laisserai la parole à Raphaël. Et Bar-Ilan est tout d'abord considérée comme une des meilleures universités en Israël. Elle est classée dans les 2% meilleures universités dans le monde. On se trouve vraiment dans le centre du pays. Donc là, maintenant, on est vraiment très proche de Tel Aviv. Et nous avons un deuxième campus qui se trouve dans le nord du pays, à Tzfat. Et justement, ça veut dire le but de cette deuxième école était justement de desservir la périphérie israélienne dans le nord du pays. Donc, toute la recherche médicale se situe là-bas à Tzfat pour des populations périphériques très variées. Nous avons 8 facultés. Alors, juste un instant, je vais partager avec vous un instant. OK. OK, nous avons donc 8 facultés. Un instant, j'essaie d'agrandir, voilà. Donc, 8 facultés. Ces facultés-là, ce sont les sciences exactes, sciences sociales, sciences humaines, les études juives, l'ingénierie, le droit et sciences de la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une école donc à Tzfat pour la médecine. Nous préparons des programmes d'études. Nous proposons plutôt des programmes d'études en hébreu et en anglais dans différents cycles d'études pour les licences, masters et parcours de recherche beaucoup plus avancés. Nous avons plusieurs centres de recherche très spécifiques à Bar-Ilan qui sont assez uniques en Israël. Le centre de nanotechnologie où plusieurs disciplines sont traitées comme la biologie, la chimie et la physique. Et nous avons beaucoup de femmes chercheuses qui se trouvent dans ce centre-là. Le deuxième, c'est l'Institut Gonda pour la recherche sur le cerveau humain qui travaille en collaboration avec plusieurs hôpitaux en Israël, par exemple sur l'Alzheimer ou l'épilepsie et autres maladies. Dans notre corps enseignant, nous avons de nombreuses femmes. Donc, tout d'abord, vous voyez bien, donc, nous avons plus de 17 500 étudiants. Et dans ces étudiants-là, nous avons des étudiants internationaux, étudiantes et étudiants internationaux de nombreux pays. Nous avons aussi, bien sûr, beaucoup d'immigrants, de nouveaux immigrants venus de France qui sont intégrés dans l'université de Bar-Ilan. Et nous avons là justement, voilà, donc beaucoup de femmes qui sont intégrées dans le corps enseignant et dans le corps de recherche. Nous avons des femmes qui sont vraiment de haute renommée. Certaines d'entre elles ont reçu des prix pour leur récente recherche sur le corona, par exemple. Par exemple, une des femmes qui a été citée énormément dans les médias israéliens, là, justement la dernière journée internationale pour la femme, c'est professeur Gal Tanami, qui est le chef de laboratoire de virologie
à Tzfat et qui lutte, sa recherche est justement pour la lutte contre le corona et essaye de chercher justement la solution à cette maladie. Je voudrais juste, avant de laisser la parole à Raphaël, de vous montrer justement une phrase qui a été dite par professeur Minata Echer, qui est la vice-présidente de l'Institut international des mathématiques et qui est bien sûr fait partie du département de mathématiques à l'Université de Bar-Ilan. Elle est aussi membre de l'Institut de recherche pour le cerveau humain. Et justement, elle a interviewé ces derniers jours sur la position de la femme dans la recherche scientifique. Et voilà ce qu'elle dit. Alors, un instant. Un instant. Alors, ce n'est pas elle. Et le voici. Je crois que nous n'avons pas de son. Ah, non, alors un Nous n'avons instant, pas de son. excusez-moi. Share sound, voilà. Les vidéos ne passent pas bien sur Zoom. Indeed, there are less women in mathematics, and you might think that this is because they are not as good in mathematics as men. I say very firmly that they are as good in mathematics as men, and in some fields they are even better. You might say that it's not because they are discriminated, just because maybe they don't like the profession or they are not good enough. So I say very firmly they are as good as men, and probably in some fields they are even better. Voilà, je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion que ce que dit justement professeur Minata Echer par rapport à la position de la femme en comparaison avec les hommes scientifiques. Elles ne sont pas moins bonnes que les hommes et peut-être même meilleures. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, je voudrais vous présenter une de nos meilleures femmes scientifiques à Bar-Ilan dans le laboratoire d'immunologie, Raphaël Toledano. Bonjour, merci beaucoup Yael pour l'introduction. Je m'appelle Raphaël, j'ai fait mon alia il y a 5 ans. Je viens de France, de Paris. Je suis arrivée en Israël, j'avais 20 ans. J'ai décidé d'aller à l'université de Bar-Ilan pour commencer une mechina pour les Olim Hadashim. Et suite à ça, j'ai décidé, après avoir appris l'hébreu pendant la mechina, compléter quelques matières scientifiques, j'ai décidé de commencer mes études de biotechnologie. Donc de commencer une licence de 3 ans qui est purement scientifique. En deuxième année, on m'a proposé de commencer mon master en même temps que ma licence, c'est-à-dire de faire, au lieu de 5 ans d'études, licence plus master, de faire ça en 4 ans. Et du coup, dès ma 3e année, j'ai commencé mon master dans le laboratoire du professeur Cyril Cohen. Je suppose que vous avez entendu parler de lui, on en parle beaucoup avec le corona. Donc nous, on est spécialisé en immunologie et immunothérapie du cancer. Donc chaque jour, on fait des expériences au laboratoire. Bien sûr, c'est combiné avec les cours. Donc c'est beaucoup de travail. On essaie d'améliorer nos cellules du système immunitaire que nous avons de façon naturelle dans le corps. On les modifie, on leur fait rentrer des mutations, on modifie les protéines afin d'essayer de les améliorer contre le cancer. On travaille sur tous les types de cancers, surtout sur le mélanome. On travaille avec les souris, donc tout ce qui est du domaine préclinique et beaucoup in vitro. Après 2 ans de master, j'ai décidé de continuer dans le labo du professeur Cyril Cohen, donc tout simplement parce que j'aimais ce que je faisais, mais aussi pour continuer ce projet, en fait, qui a de très bons résultats sur le cancer. Et donc maintenant, je rentre toujours dans un autre programme qui nous facilite aussi la durée. Donc au lieu de faire 5 ans de doctorat, vu que je reste dans le même laboratoire, je peux faire qu'en 4 ans, toujours à Bar-Ilan, et continuer en fait ce projet. Donc nous, en biologie, dans les laboratoires de biologie, on est beaucoup de femmes. Notamment dans mon laboratoire, on est 80% de femmes. Dans mon programme de biotechnologie, on était beaucoup plus de filles que de garçons en licence.
Donc, dans ce niveau-là, on est très bien positionné, je pense. Après, c'est sûrement le domaine de la biologie. Donc voilà, donc je suis actuellement en doctorat, je continue à faire toutes mes expériences. Ensuite, au bout de 4 ans, j'espère ou continuer dans le domaine de l'académie et partir sûrement aux États-Unis, faire un post-doctorat, ou alors rester en Israël et rentrer dans le domaine privé. Ici, parce que comme vous l'avez tous dit, en Israël, c'est particulièrement bien le domaine privé de la recherche, de la biotechnologie, développement des médicaments, c'est extrêmement réputé. Et donc, j'espère continuer ma carrière dans ce domaine-là. Voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, formidable. Bonne chance. Alors, je vais donner la parole à Déborah Benata, responsable des relations publiques pour l'Université hébraïque de Jérusalem, qui va clore ce panel. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous. Notre déléguée générale aurait dû être à ma place aujourd'hui, Catherine Belay. Malheureusement, elle est à l'hôpital à cause du Covid et on espère qu'elle sera rapidement de retour avec nous. En ce qui concerne l'université, c'est avant tout le premier employeur de Jérusalem, avec 6 000 employés, 24 000 étudiants. C'est un record pour nous cette année, dont 12 000 femmes, donc la moitié. Nous avons 958 professeurs, dont un tiers sont des femmes. Et rien que cette année, nous avons embauché 51 nouveaux professeurs, dont 20 sont des femmes. L'université, c'est 6 campus, 7 facultés, 8 prix Nobel, une médaille Field et plus de 500 prix israéliens et internationaux, ainsi que aussi 25 bourses du Comité européen de la recherche. L'université est classée parmi les 100 premières dans le monde chaque année et elle reste en fait fidèle à la vision humaniste et universelle de ses pères fondateurs qui sont Albert Einstein et Sigmund Freud, Martin Buber et Chaim Weizmann. Mais assez parlé des hommes. Aujourd'hui, on est là pour parler des femmes grâce aux Nations Unies depuis le 11 février 2016, cette journée internationale des femmes et des filles en sciences. Et en fait, pour célébrer cette journée avec vous, j'ai le plaisir de vous partager quelques chiffres et quelques success stories de nos chercheurs, ainsi que les programmes que nous proposons en STEM à l'université. Pour commencer, en ce qui concerne les professeurs, le pourcentage de femmes à l'université a augmenté de manière considérable ces dernières années. Nous sommes passés de 26% en 2016 à 30% en 2020. La majeure partie de cette augmentation est dans les sciences expérimentales, où en général, la représentation des femmes est plus faible. Mais bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport au passé, on a décidé de mettre des mesures supplémentaires avec une conseillère pour l'égalité des sexes. Et on continuera à essayer de faire progresser ces chiffres. Il est important de noter aussi que ce discours tient aussi pour les minorités, donc les femmes ultra-orthodoxes, les Arabes, les Israéliens d'origine éthiopienne et les Bédouins, et voilà, toutes les minorités qu'il y a en Israël. En tout cas, voilà, je voulais partager avec vous l'une des plus belles réussites de femmes en STEM à l'université. C'est le docteur Dina Ben Yehuda. Elle est chef du département d'hématologie de l'hôpital Hadassah. Et c'est la première femme doyenne de la faculté de médecine à l'université. Pour l'anecdote, le docteur Dina Ben Yehuda avait, quand elle a été approchée pour diriger la faculté de médecine, elle a d'abord un peu hésité. Et elle ne voulait pas vraiment abandonner la médecine pour l'administration, ce que je peux comprendre quand on est passionné. Mais elle a compris que c'était l'opportunité d'ouvrir la voie à la prochaine génération de femmes.
Et du coup, elle s'est lancée et elle a accepté le poste. Au cours de sa première année en tant que doyenne, elle a fait prendre à la faculté diverses directions. Parmi les programmes qu'elle a lancés, il y en avait plusieurs qui n'existaient pas encore en Israël. Elle a instauré le premier cours académique obligatoire en médecine complémentaire et alternative. C'est la première fois dans une faculté de médecine occidentale que ce cours est obligatoire. Elle a également été à l'origine d'une formation aux soins palliatifs pour les écoles d'infirmières. Elle dit que voilà, c'est une bonne base pour apprendre la compassion. Et en dernier, elle a mis en place un programme en médecine computationnelle et en bioinformatique. C'est une discipline qui est émergente, qui utilise les big data et des modèles informatiques pour comprendre les maladies. L'objectif pour elle, c'est de réunir toutes ces compétences sous un même toit et le projet de construire un nouveau building pour pouvoir faire toutes ces recherches. C'est grâce à elle, il sera construit à partir d'avril et du coup, c'est vraiment grâce à elle. Une autre femme qui excelle dans notre université, c'est le docteur Noémie Habib. Vous avez peut-être entendu parler d'elle ces derniers temps pendant le coronavirus. Ils ont, avec Nir Friedman, mis en place un test qui est 4 à 10 fois plus rapide que le PCR. Et voilà. Et elle se concentre, elle est professeure au centre Edmond et Lily Safra, plus connu sous le nom de ELSEC, qui est le centre multidisciplinaire pour les recherches sur le cerveau. Ensuite, les programmes, pardon. Les programmes que nous proposons à l'université. Tout d'abord, il y a l'école Rothberg qui propose divers programmes en STEM, dont un qui est en été, donc c'est un short-term programme qui dure 4 semaines, donc très intensif, et qui permet d'apprendre à développer une start-up grâce au programme d'innovation transdisciplinaire. Et voilà. Donc ça, c'est un des programmes. Donc ce qui est assez génial, c'est que voilà, c'est pendant l'été, c'est vraiment 4 semaines. C'est un court temps, mais très intensif. Il y a aussi le programme postdoctoral Zuckerman, où on offre 5 bourses à des femmes israéliennes qui sont titulaires d'un doctorat de certaines universités, dont l'Université de Jérusalem. Et il faut avoir été accepté dans une école, dans une université américaine ou canadienne pour faire son programme postdoctoral. Et voilà. Donc, en résumé, l'université, c'est 12 000 femmes étudiantes, c'est-à-dire la moitié des étudiants de l'université. Le président a nommé une conseillère pour l'égalité des sexes. Donc, on continue à travailler dur pour qu'on puisse avoir un maximum de femmes et pour que l'égalité soit au mieux. Et voilà, et nous sommes fiers de toutes ces femmes qui sont présentes dans les STEM et dans les autres compétences. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Déborah, et nous souhaitons un très bon et très rapide rétablissement à Catherine Belay, qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Ouais, merci encore. Beaucoup. Alors, je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps qui nous était à l'origine imparti. Il y a quelques questions. Il y a eu un certain nombre de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, il reste, je crois, 2 questions auxquelles il me semble, j'espère que j'ai été suffisamment attentive, auxquelles vous n'avez, je pense, que vous n'avez pas, je pense, traité. Daniel Jvika a parlé du programme Edgar dans les
les collèges et les lycées israéliens en coopération avec les universités. Est-ce qu'il existe, on me demande s'il existe d'autres programmes au niveau des collèges et des lycées qui, en coopération avec les universités, qui encouragent les jeunes filles, les jeunes femmes à intégrer des filières STEM. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Qui voudrait répondre à cette question? à part ce programme Edgar avec l'université de Haïfa. Coopération université-lycée dans ce domaine. Oui, je veux bien signaler. Merci beaucoup. Hein. Pardon, oui. Oui, je vous en prie, docteur. Oui, je veux bien donc signaler l'université, ce qu'on appelle l'université pour la jeunesse de l'université de Tel Aviv, qui est justement qui s'adresse aux élèves, généralement ce sont les surdoués qui sont repérés dans les lycées et qui viennent étudier des cursus à l'université qui sont des cursus donc à partir de la licence et même plus, ce qui fait qu'on a parfois des jeunes qui se trouvent à 15 ou 16 ans avoir déjà une licence ou même une maîtrise. Ces garçons et filles mélangés, ce n'est pas particulièrement adressé aux filles, mais oui, c'est un programme de l'université qui existe depuis longtemps et je pense qu'il existe également dans d'autres universités israéliennes. Merci beaucoup. Quelqu'un voudrait réagir peut-être sur ce même sujet? Alors, nous avons également à l'université Ben Gurion le centre Khossilman, en hébreu on dit le Noar Shocher Mada pour des jeunes intéressés par les sciences. Et donc, c'est à peu près comme le programme que vient de présenter le docteur Cohen. Mais chez nous, à l'issue de ce programme, on n'obtient pas une licence, mais voilà, c'est un programme, disons, pré-académique destiné et orienté vers les jeunes du Negev. Voilà. Ils participent d'ailleurs dans des concours internationaux pour des sciences, mathématiques et autres. Mais c'est également, ça vise la population en général et pas uniquement les filles. Voilà. Très bien, formidable. Écoutez, je voudrais juste aussi rajouter que par rapport à ce sujet-là spécifiquement, à l'Université de Bar-Ilan, il y a, à part bien sûr les initiatives justement pour ces jeunes surdoués qui ne visent pas que les femmes, mais toute population. Il existe à Bar-Ilan un comité justement qui essaye de faire avancer la recherche des femmes. Notre vice-présidente est une femme, donc pour la recherche, professeur Shulamit Michaeli. Notre recteur qui vient de terminer maintenant ses fonctions est une femme, donc elle aussi, elle a vraiment combattu sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il y a même des instituts de recherche féminins à Bar-Ilan. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a propulsé ces dernières années. Tout à fait, hein. Tout à fait. Hein. Très bien. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce point? Formidable. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, toutes et tous, malgré tout, pour votre temps, votre participation aujourd'hui. Ce webinaire sera retransmis sur la page Facebook de l'ambassade d'Israël à Paris. Donc, n'hésitez pas, si vous avez également des questions, des renseignements, à nous contacter ou à contacter les différents représentants des universités israéliennes en France. Et encore une fois, merci à tous. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne Bonne journée. Merci, bonne journée.